Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 18 juin et à la une de cette édition, ce matin s'est tenue à l'hémicycle Younous Abamana la signature de la convention annuelle du pacte ultramarin d'investissement dans les compétences. Le PUIC, cette convention vise à financer l'accompagnement et la formation de jeunes pas ou peu qualifiés à la recherche d'un emploi et de répondre aux besoins des entreprises mahoraises. Le point complet dans ce sujet et c'est signé Paul-Arthur Avit. 68,3 millions d'euros, c'est l'investissement pour la formation pour 4 années, de 2019 à 2022, que l'État et le département financent. Un investissement qui va permettre de former des jeunes mahorais à la recherche d'un emploi dans des secteurs qui embauchent. Pour aider, l'État investit 21,3 millions d'euros supplémentaires. Le département met évidemment beaucoup d'argent dans cette affaire. Sur 4 ans, ça fait un petit 70 millions d'euros. L'État amènera 23 millions d'euros supplémentaires. Voilà, tout compris. Ce qui veut dire que l'effort est quand même substantiel et qui va concerner plusieurs milliers de Mahoraises et de Mahorais au cours de ces 4 prochaines années. Il faut que nous formions ces gens, ces hommes et ces femmes qui sont Mahorais, qui veulent vivre à Mayotte, qui veulent travailler à Mayotte. Il faut que nous les formions et que nous leur donnions des qualifications pour qu'ils puissent se saisir des emplois que les entreprises vont créer au cours des prochains mois et des prochaines années. C'est important. Une convention qui a pour but d'aider au développement de l'île et de la rendre plus attractive pour les Mahorais. Ce pacte concernera des secteurs bien précis. Ce sont soit des secteurs d'avenir pour Mayotte, là où nous allons devoir développer un potentiel, je pense notamment au numérique, ou ce sont des secteurs qui aujourd'hui connaissent des tensions. Par exemple les services à la personne, par exemple le bâtiment, travaux publics. Tous ces secteurs où les entreprises peinent à recruter. Donc nous n'allons pas faire venir des personnes de l'extérieur, nous allons former les Mahoraises et les Mahorais pour qu'ils puissent occuper ces emplois. Un moyen de motiver les Mahorais à rester sur l'île par le biais de la formation professionnelle, ce qui permettra sûrement de faire baisser le taux de chômage sur l'île et d'avoir une population de plus en plus qualifiée. Et santé dans votre 19h, 116 clusters sont encore actifs dans le pays, dont la plupart en Île-de-France, dans le Grand Est ou encore dans les Hauts-de-France. Au sein de la brigade sanitaire de Toulouse, une centaine de personnes s'activent pour empêcher l'apparition de nouveaux foyers en contactant les personnes malades qui sont contaminées et en isolant les cas contacts. Mais après les manifestations des dernières semaines, les médecins redoutent de nouvelles chaînes de contamination. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Je vous appelle dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Leur mission, casser la chaîne de contamination, contacter les malades du Covid-19 et isoler les cas contacts. Il a été en contact la semaine dernière avec quelqu'un qui a été dépisté positif au Covid et donc le but était de le prévenir. Une centaine de personnes travaillent au sein de cette brigade sanitaire de Toulouse pour empêcher l'apparition de nouveaux foyers d'infection, les fameux clusters. L'objectif, c'est d'une part d'arrêter l'extension d'un cluster de façon à ce que les personnes ne puissent plus contaminer autour d'elles et ensuite de mettre à leur disposition tous les éléments qui permettent qu'elles se protègent entre elles au sein même de cette communauté. Un foyer d'infection est constitué lorsqu'au moins 3 cas sont confirmés. Voici leur répartition en France. La plupart se situent dans les régions les plus touchées au plus fort de l'épidémie. Les Hauts-de-France, l'Île-de-France ou le Grand Est. Situation préoccupante en Guyane, seul territoire avec Mayotte à rester en zone orange. Aujourd'hui, 116 clusters sont actifs en France. 4 nouveaux foyers déclarés depuis hier. Pour cet infectiologue, il faut maintenir la vigilance. On peut maintenir une vie normale ou relativement normale avec les mesures barrières. Si on maintient ça pendant quelques mois, on pourra assister à une disparition progressive du virus. Mais on n'en est pas là. Les médecins redoutent désormais des chaînes de contamination après les manifestations des dernières semaines. Le scénario d'éventuels clusters qui peuvent exploser avec des rassemblements importants, c'est possible. Mais d'après Santé publique France, ces foyers d'infection se déclarent le plus souvent à l'hôpital ou en entreprise. Et politique maintenant. Nous l'évoquions hier dans ce journal. Face au second tour des élections législatives, Kwesi a décidé de donner la parole à tous les candidats encore en lice au travers de l'émission L'heure politique.
Durant 26 minutes, les têtes de liste, commune par commune, vont pouvoir confronter leurs idées. Un exercice capital alors même que les possibilités de faire campagne sont considérablement réduites en raison de la crise sanitaire. Au montage, Leslie Vumenet. Lors du premier tour des élections municipales, Kwesi vous a proposé l'émission L'heure politique présentée par Anne-Constance Onguena. L'occasion de découvrir les candidats au poste de premier édile des communes de l'île. Pour ce second tour, le format change, mais l'émission reprend du service. Après le début du confinement, les uns et les autres m'ont appelé, je les ai appelés, enfin, on a entretenu le lien par téléphone finalement, et ils ont demandé la mise en place de débats si les élections avaient lieu en juin, parce qu'effectivement la campagne est modifiée, on ne va plus à la rencontre dans les rues des uns et des autres, on ne fait plus les grands meetings qu'on a l'habitude de voir à Mayotte, donc c'était aussi un moyen, ces débats, d'offrir aux électeurs et plus largement aux téléspectateurs une rencontre avec les candidats et surtout leur programme. Et quand je prépare ces débats, puisque je passe beaucoup de temps avec chacun pour bien comprendre les motivations de leur candidature, la manière dont ils perçoivent leur commune et les enjeux, j'explique que on sera pas sur le plateau pour en gros se passer les plats et avoir l'occasion de dérouler son programme, mais que les questions, elles seront un peu quelquefois sans concession. Crise sanitaire oblige, il faut aujourd'hui s'adapter pour faire campagne. Les médias deviennent ainsi l'un des moyens de convaincre les électeurs qui devront faire des choix difficiles le 28 juin prochain. C'est un autre outil politique, un autre outil de campagne qu'on met à la disposition, des candidats pour convaincre, en l'absence de pouvoir organiser les meetings sur les places publiques, les rencontres avec les associations ou toutes ces choses que font les candidats en général et qui sont effectivement beaucoup plus compliquées pendant cette crise sanitaire. Un débat sur un plateau télé, c'est une opportunité pour un candidat de travailler sa campagne. Durant 26 minutes, les candidats vont débattre sur des thématiques propres aux 16 communes qui n'ont pas encore de maire élu. En effet, entre Mamoudzou et Kanikeli, les atouts mais également les problématiques ne sont pas les mêmes. Dans certaines communes du Nord, c'est beaucoup plus calme qu'à Dembéni, par exemple. Il est bien évident qu'à Dembéni, le premier thème qu'on évoquera, c'est la sécurité. Ce sera pas le cas à Akwa, par exemple, vous voyez. Donc, mais en revanche, à Dembéni, on parlera pas aléas et risques naturels, ce qu'on évoquera à Akwa. Donc, non, je pense que les électeurs ont envie qu'on leur parle de leur quotidien, des projets pour lesquels les uns et les autres pourraient ne pas être d'accord, qui sont importants à réaliser, mais les candidats ont des points de vue différents et ne feront pas la même chose. C'est ça qui est, je pense, utile pour les électeurs de découvrir s'ils ne le savent pas déjà, et donc de se forger une opinion. Et je sais ce que c'est qu'une alliance pour gagner une élection qui ne passe pas le cap du conseil municipal pour élire le maire et qui ensuite se termine en pugilat avec une commune qui est ingérable ensuite. Le troisième tour sera sans doute riche en surprises dans certaines communes de l'île. En attendant, rendez-vous à partir de demain soir dès 19h30 pour votre émission L'heure politique avec les candidats de Ouangani. La semaine prochaine, 3 émissions seront diffusées en direct chaque soir afin que tous les candidats puissent débattre avant la fin officielle de la campagne. Et parmi les communes où les alliances constituent des enjeux pour ce second tour, Tsingoni, en effet dans cette commune, le MDM apparaît plus divisé que jamais. En cumulant les scores des candidats de ce parti, une élection au premier tour aurait été possible en cas d'union sacrée. Au lieu de cela, Ibrahim Bouanaïri et Ibrahima Amdoulaniou avancent en étant divisés. Ils font face au maire sortant Mohamed Bakar, arrivé en tête. Écoutons plutôt le candidat soutenu par le sénateur Hassani Abdallah lors de la matinale de Kwesi. Au premier tour, on ne croyait pas en nous parce qu'on était nouveau, une nouvelle tête, une nouvelle équipe qui incarne le MDM, sachant que le MDM il est scindé en deux. D'abord par notre ami Banaheri, bien sûr, qui incarne le mouvement traditionnel du MDM, et moi-même qui a pris, bien sûr, la carte MDM à partir de 2015. C'est à partir de 2015 que j'ai adhéré à MDM.
Et on ne croyait pas en nous, en disant MDM divisé, comment ce petit parti, déjà, dans la commune, va pouvoir aller se qualifier pour le deuxième tour. Et nous l'avons montré parce qu'on a une équipe bien rodée, très motivée, qui englobe bien entendu toutes les tranches de la population, jeunes et vieux, filles et garçons. Donc on était très très motivés d'une manière qu'on avait travaillé main dans la main et qu'aujourd'hui les résultats sont là, la population nous a compris. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment la prolongation de l'état d'urgence sur le territoire ou encore une convention de partenariat entre les CCI de La Réunion et de Mayotte. Au montage, Leslie Vimenet. Prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 octobre à Mayotte et en Guyane, c'est le souhait du gouvernement qui présentait hier un amendement à l'Assemblée nationale et ce, en raison de la circulation active du coronavirus. Les départements de Guyane et de Mayotte présentent à ce jour des situations sanitaires plus dégradées qui pourraient nécessiter l'édiction de mesures administratives plus contraignantes après le 10 juillet, indique cet amendement au projet de loi de sortie de l'état d'urgence en France. Pour rappel, la déclaration de l'état d'urgence sanitaire autorise le Premier ministre à prendre par décret des mesures limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion. L'état d'urgence permet également de prendre des mesures de réquisition de tout biens et services nécessaires pour mettre fin à la catastrophe sanitaire et des mesures temporaires de contrôle des prix. Les présidents des chambres de commerce et d'industrie de La Réunion et de Mayotte ont signé mardi une convention de partenariat à distance par visioconférence. La CCI de La Réunion aidera celle de Mayotte à mettre en place un observatoire et un système d'information économique. Les échanges d'outils, de connaissances, de savoir-faire et d'expériences dans les réseaux consulaires permettront de construire le nouveau modèle économique des chambres de commerce et d'industrie. En effet, la crise sanitaire a révélé un manque d'informations et de données économiques à Mayotte. La CCI de La Réunion accompagnera celle de Mayotte dans la mise en place de son observatoire, un système d'information économique et un outil numérique de diffusion d'informations portant sur le tissu économique mahorais au modèle de celui du pôle observatoire du département voisin. Interrogée par la députée de Mayotte, Ramlati Ali, lors de la séance des questions au gouvernement, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a précisé qu'un nouveau plan de santé sera finalisé dans les jours qui viennent. Ce plan fait suite à la mission de 2 épidémiologistes qui ont accompagné Annick Girardin lors de sa courte visite à Mayotte à la mi-mai. La ministre des Outre-mer a aussi rappelé le maintien du second tour des élections municipales à Mayotte en raison d'une circulation active du virus mais qui est en grande diminution. Depuis le 2 juin, il n'y a pas eu de placement en réanimation pour détresse respiratoire liée au Covid-19 et puis le pic épidémique de co-circulation dengue et Covid aurait été dépassé, a ajouté Annick Girardin. Pour sa part, la députée Ramlati Ali s'inquiète de la situation sanitaire du département aggravée par la pénurie d'eau. Elle a donc interpellé le gouvernement sur le plan de sortie de crise et lui demande de mettre en place des solutions pérennes pour approvisionner le territoire en eau. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19 h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.